je, je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu. Je ne suis pas sûre d'avoir même compris ce que j'ai vu, ou même d'avoir aimé ce que j'ai vu. Mais j'ai juste envie, en fait, de passer à autre chose et c'est pour ça que je fais ces critiques maintenant. Alors bonjour à tous, ou bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On va parler de The Bride, de Maggie Gyllenhaal. Cette critique, ça va être le bazar. Ça va être le bazar parce que simplement, j'en suis à cette partie. Il est tard, hein, il est 2h33. J'ai vu le film à la dernière séance du cinéma et je veux m'en défaire. Je veux passer à autre chose. Je trouve ça dommage, mais c'est vrai que c'est pas un film que je veux garder ou réfléchir ou faire mûrir. J'ai juste envie de passer à autre chose. Il y a trop d'éléments pour moi qui sont bâclés et je n'ai pas envie de donner, c'est terrible hein, ce que je veux dire, j'ai pas envie de donner du temps de vie à essayer de comprendre ce que la réalisatrice et auteur du script n'a même pas pris le temps de mettre en place. Je ne vais pas moi m'amuser à mettre en place le puzzle. Et en fait, j'ai l'impression que l'air de rien, c'est ce qu'elle voudrait. Parce que ce film est un pur bordel. Un bordel superbe. Franchement, pour ça, peut-être que je reverrai le film, juste pour avoir des clés pour moi si je veux réaliser un film ou si je veux comprendre de nouvelles techniques pour travailler le beau, l'esthétique du film. Mais travailler une cohérence, travailler des personnages ou un film, non, je partirai pas. C'est terrible. C'est terrible parce que je voulais aimer ce film, je suis hyper déçue. Je partais vraiment pour l'aimer et je vais aller plus loin en fait parce que j'ai une vidéo sur Frankenstein qui sort la semaine prochaine, dimanche prochain. Et elle est déjà écrite, hein, le gros est déjà écrit, je vais la tourner, je vais la monter et j'avais déjà même fait une espèce d'ouverture sur The Bride que j'avais imaginé avant même de le voir par rapport à la bande-annonce, comme un film émancipateur du monstre qui arrive à s'extirper de ses tourments et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'ai même pas envie d'en parler je veux plus en parler. Et ce film ne sera même pas, je pense, dans ma vidéo de Frankenstein de la semaine prochaine. Donc c'est parti pour une critique de The Bride. Alors je vais essayer de vous faire une petite partie sans spoiler, juste pour expliquer un peu mon avis et le résumé du film et tout le reste. Et on va passer assez rapidement à la partie spoiler parce que je voudrais vous expliquer pourquoi tout ce qui ne va pas dans ce film. Il y a des choses qui vont, mais c'est quand même assez c'est minoritaire. Donc on va peut-être faire un résumé assez rapide. Nous sommes à Chicago dans les années 1930. On commence l'histoire avec Ida qui est disons, une prostituée dans un monde de mafieux. Elle est, après avoir insulté, je ne peux pas expliquer comment, le chef de la mafia, elle est tuée. Par accident, plus ou moins par accident, etc. Elle est poussée dans les escaliers, donc elle meurt et elle est enterrée. Et à côté de ça, on a Frankenstein qui arrive à Chicago pour voir une scientifique qui s'appelle Frasium, je sais plus exactement son nom, on s'en fout totalement d'ailleurs. Enfin si, ça doit être, c'est sûrement un lien méta, mais honnêtement je n'ai rien à cliquer parce que il y a beaucoup oui, il y a beaucoup de easter eggs, des choses comme ça, etc., notamment par rapport au cinéma, mais je m'en fous, honnêtement, comment dire, faire cette petite chasse aux œufs ne rattrape pas le film, donc je vais pas m'amuser, mais bon, disons que c'est le docteur Frankenstein de Chicago, et d'ailleurs, Frankenstein, qui s'appelle Frankenstein dans le film, on sait très bien que le monstre n'a pas de nom, mais là il dit qu'il s'appelle Frankenstein comme son père, donc il a récupéré le nom de son père. Il vient voir cette scientifique afin qu'elle lui crée une fiancée. Elle hésite, puis finalement elle dit oui. Quand il déterre le cadavre de Ida, il la réanime dans leur laboratoire. Ils lui font croire qu'elle a eu un accident et qu'elle ne se souvient plus de rien et qu'ils étaient sur le point de se fiancer. Et qu'ils étaient fiancés d'ailleurs et qu'ils allaient se marier et voilà, ils commencent leurs aventures ensemble. Je ne vais pas développer plus que ça, sinon je vais vous spoiler le film. On va peut-être partir sur ce qui va. Ce film est beau, c'est-à-dire qu'il y a esthétiquement, vous ne vous ennuyez pas.
C'est d'ailleurs un peu, c'est ça qui tient le film. C'est vraiment ça qui tient le film parce que sinon je pense qu'à un moment j'ai failli piquer du nez. Bon, il était tard, hein, mais normalement, je crois que c'est la seule fois depuis. Je crois que c'est la seule fois que j'ai failli piquer du nez comme ça au cinéma. C'est dire, hein, c'est triste hein, pour un film de Frankenstein, mais bon, tant pis. Donc le film est beau, il est esthétiquement très très réussi. La direction d'acteur est excellente. Je sais qu'il y en a qui reprochent à Christian Bale de ne pas faire le taf. Mais lui et Jessie Buckley font vraiment le job. Jessie Buckley, en plus, elle me fait énormément penser justement à Maggie Gyllenhaal, comment elle, dans sa façon de jouer. Maggie Gyllenhaal, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans certains de ses films, mais c'est une actrice qui a toujours des mouvements, elle est jamais rigide, elle a toujours des mouvements du corps et qui sont un petit peu étranges. On sent que c'est quelqu'un qui bouleverse, qui transperce ses émotions. Alors, elle a du mal à faire la stature statique et un peu élégante. Il y a toujours quelque chose, un mouvement qui est un petit peu balancier. Et Jessie Bucket a ça aussi, dans cette façon de se mouvoir, un petit peu toujours les épaules, branlantes, et l'impression que les jambes ne vont pas forcément avec. Je pense que Maggie Gyllenhaal a énormément influencé la façon de bouger de Jessie Buckley. C'est-à-dire que c'est pas Jessie Buckley qui est arrivée avec cette gestuelle, ça vient vraiment de Maggie Gyllenhaal qui s'est comme incarnée. Je pense parce que j'ai vraiment vu une actrice dans une actrice. Donc je me suis dit que ça venait de là. Jessie Buckley ne joue pas que le rôle de la fiancée de Frankenstein. Déjà, la fiancée de Frankenstein est traversée par plusieurs personnalités, dont une autre dont je vais parler en spoiler. Mais en tout cas, les acteurs sont très bons. Ils arrivent à incarner une véritable folie. Et pour moi, ils ne sont pas des monstres physiques, ce sont des monstres cérébraux. Ce sont des monstres de... Ils pètent totalement un plomb, quoi. Comment dire, on est du côté du Joker. Bon, et d'ailleurs, ça souffre énormément de la comparaison avec le Joker Folie à deux. On est vraiment là-dessus. Même esthétiquement, on s'y retrouve énormément. Christian Bale joue bien. Je pense qu'il fait le taf, mais il est vraiment en retrait. C'est pas du tout lui le personnage principal de cette histoire et on nous le fait bien sentir. Jessie Buckley prend vraiment toute la place et dans une folie, dans vraiment la folie. Il y a des personnages secondaires qui malheureusement sont intéressants mais qui sont noyés, notamment Penelope Cruz. Qui est un personnage très intéressant, qui pourrait avoir la figure du féminisme d'ailleurs, qui est peut-être la figure la plus féministe du film, mais qui est totalement noyée, sans background, et je peux pas en parler plus, mais c'est un peu dommage. En tout cas, bon, globalement, ils font tous le taf, mais ce qu'on leur donne n'est pas intéressant. Les dialogues sont... Mais... Enfin... Ils sont creux et plats. Il n'y a aucun dialogue intéressant dans ce film. C'est effarant. Je vous dis, la seule chose qui peut être intéressante, c'est la mise en scène. Et la mise en scène, le problème, c'est qu'elle ne repose sur rien. C'est-à-dire que vous avez un beau plan, vous ne savez pas ce qu'il raconte. Ça, j'en parle encore en spoiler, mais c'est dramatique, je trouve, de vous dire c'est beau, mais pourquoi? Et il me semble qu'on est en train de parler de cinéma. Un plan sert à raconter quelque chose que les dialogues ne racontent pas. Déjà que les dialogues ne racontent rien, mais rien, hein, y a aucune phrase. En fait, les personnages en fait n'ont pas de socle. Il y a pas de, oui, ils reposent sur rien. Donc du coup, leurs dialogues sont creux, mais et les mises en scène sont creuses. C'est terrible. Enfin, je suis désolée, je vais plus vite passer à la session spoiler parce que de toute façon, je peux pas vous en dire plus. Je pense que ce film est... En plus, il est long, 2h07. Moi, j'ai regardé mon portable, mais je sais pas, 6-7 fois parce que j'en avais marre, je voulais que ça finisse. C'est assez dommage. Donc voilà, je ne vous encourage pas à aller voir ce film, sauf si vous êtes intéressé par le cinéma et que vous voulez avoir des idées d'esthétique et des idées de plans intéressants. Mais il va falloir que vous y mettiez du sens parce que le film ne le fait pas. Donc vous apprendrez de la technique pure. Voilà, donc on passe tout de suite à la partie spoiler. Je suis désolée, la partie non spoiler était sûrement totalement décousue, mais j'ai énormément de mal
à organiser mes idées parce qu'il est très tard, mais aussi parce que ce film était un bordel. Donc je sors du cinéma avec la tête, mais enfouie. Enfin, je sais même pas ce que j'ai regardé. On va commencer par le départ. Les premières scènes que vous voyez, ce sont une figure en noir et blanc d'un personnage qui n'existe pas. Déjà, on va commencer comme ça. Ce personnage qui n'existe pas, ou plutôt qui a existé, mais on ne sait pas où il est, etc., c'est Mary Shelley. Mary Shelley est dans le film. Elle est incarnée dans le film, et d'ailleurs, elle est jouée par Jess Buckley. Par Jessie Buckley, excusez-moi, j'écorche le nom, il est tard. Donc, elle est réellement présente et on commence avec elle en disant « Vous avez aimé mon histoire de Frankenstein, tout le monde a aimé mon livre, mais je n'ai pas tout dit. » Voilà, elle est très théâtrale. Avec des ombres qui lui passent sur le visage, des fois l'ombre cache ses yeux, cache une partie de son visage, tout est en clair-obscur, tout est en noir et blanc clair-obscur, etc. Elles se font, etc. Donc on ne sait pas si elle est réelle ou non, si c'est un esprit ou non, si c'est une... Je sais pas ce que c'est. En tout cas, cet être qui est Mary Shelley va prendre possession de Ida, dès le départ. Ida, donc le personnage qui deviendra la fiancée de Frankenstein qui sera ressuscité. Et donc, elle est dans ce restaurant avec des pontes de la mafia, enfin des sous-fifres, etc. Elle les amuse, donc ils boivent, quand ils font des blagues salaces, ils se tripotent en plein milieu du restaurant, etc. Elle est là pour les amuser, c'est une prostituée. Ou du moins, elle a plus ou moins le statut de prostituée. Et à ce moment-là, Mary Shelley nous dit qu'Ida n'est pas encore Ida, elle est encore quelqu'un d'autre, etc. Et à ce moment-là, Ida, elle craque. Elle craque et elle se met à parler avec un vocabulaire très, très étoffé, mais de façon totalement décousue. Elle sort des termes, des mots, des jeux de mots, comme si elle devenait écrivain, comme si elle devenait auteur. Et elle se met à monter sur les tables et à se donner en spectacle tout en insultant le chef des mafieux. Donc elle est sortie, les mecs lui disent de se calmer, elle ne le fait pas, il la pousse dans les escaliers, plus ou moins par accident, etc. Et elle meurt. Et là, on a Mary Shelley qui nous dit, voilà, c'est le commencement de l'histoire, etc. Comme si Mary Shelley avait pris possession du corps de Ida et l'avait poussée vers la folie. D'ailleurs, elle le dit, mais je sais pas ce qui se passe, etc., etc. Elle est en dissociation de personnalité et elle craque. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que cela représenterait une idée de la femme qui est double, qui supporte énormément de choses, mais qui a deux doigts du burn-out et de faire sortir cette rage, parce qu'il y a une idée de rage, une rage contre tout ce qu'on lui fait subir. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de rage, et c'est Mary Shelley qui en fait transmet cette rage qu'elle-même a ressentie de façon... parce qu'il y a un côté effet Mandela. Mary Shelley, on lui prête beaucoup de qualités qu'elle n'a jamais eues et beaucoup de choses qu'elle n'a jamais fait. Mais donc, Mary Shelley représente cette rage des femmes. Et cette rage des femmes est entrée dans Ida qui n'en pouvait plus et qui a fini par craquer. Et cette rage va se disperser sur d'autres femmes, se répandre sur d'autres femmes qui vont prendre l'exemple de Ida une fois qu'elle sera devenue la fiancée de Frankenstein. Mais je galère à vous expliquer, c'est l'enfer. Et donc, entre-temps, Frankenstein arrive, au bureau de la scientifique, qui a déjà fait des expériences sur des animaux, et il lui dit « Je veux une fiancée ». D'ailleurs, je comprends pas pourquoi... parce qu'elle veut qu'il reste pour faire des expériences sur lui, etc., pour essayer de l'étudier, alors qu'on apprend à la fin du film qu'elle a réanimé son propre mari, donc elle aurait très bien pu garder son propre mari, au lieu de le tuer parce qu'il avait perdu la mémoire. C'est important qu'il ait perdu la mémoire, elle le réanime. Quand on réanime quelqu'un, la personne ne se souvient plus de rien. Bon, vous allez voir que c'est important pour la fin. Donc elle demande à Frankenstein de rester, lui il dit je veux bien rester, mais surtout je veux que vous me fassiez une fiancée parce que la solitude je n'en peux plus, c'est beaucoup trop pour moi, je veux être aimée, je veux aimer, je veux une compagne. Donc ils vont déterrer Ida et ils l'animent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait elle va cracher, vous avez déjà vu l'image, elle crache en fait un espèce de liquide qui va tacher sa peau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tache son doigt et son visage. Alors, faut pas être con, c'est juste que ça représente un écrivain. Voilà, elle a le doigt taché d'encre,
comme Mary Shelley. Et comment dire, elle crache de l'encre, etc. C'est la voix de Mary Shelley. Elle est en fait, le fait de devenir la fiancée de Frankenstein, d'être réanimée, c'est comme si Mary Shelley l'incarnait totalement. Vous voyez comment c'est le bordel ce que je vous raconte. Frankenstein va lui mentir en lui disant que il y a eu un accident et que elle ne se souvient plus de rien, c'est normal, etc. Mais qu'ils étaient sur le point donc de se marier. Voilà, j'avais besoin de vous raconter simplement cette partie-là pour que vous compreniez à quel point c'est le bazar. Et c'est là que commencent les aventures de Frankenstein, de sa fiancée qui s'appelle... Alors il lui donne des noms de personnages qu'il aime bien, parce que lui est un passionné de cinéma. À quoi ça sert ? On ne sait pas. Frankenstein est principalement un personnage de cinéma, donc peut-être que c'est un lien. Là, ça par contre, vous voyez, j'ai pas tellement compris. Il y a un acteur qui l'aime énormément et si, on pourrait comprendre qu'il prend sa personnalité, tout comme sa fiancée prend la personnalité de... C'est des recherches de personnalité par rapport à des artistes, sans doute. Mais en tout cas... il lui donne un autre nom puisqu'elle ne se souvient de rien, donc il l'appelle Penny Rogers, Penny Love. Bon, je sais même plus par rapport à un acteur, ça aussi c'est encore un easter egg dont je me fous totalement parce qu'il faut pas déconner, je vous dis, vu le bordel que c'est, je vais pas en plus m'amuser à vous expliquer les easter eggs. Et donc à partir de là, la première sortie qu'ils vont faire, c'est dans un bar, dans un quartier, dans un bar queer. J'ai trouvé ça sur le coup hyper intéressant parce que tout ce qui peut être queer, c'est quand même une recherche d'identité et ensuite d'affirmation d'identité. On est quand même chez des gens qui piquent des noms à n'importe qui et qui savent pas qui ils sont. Donc c'est quand même intéressant d'aller voir des gens qui ne sont que dans l'affirmation d'une identité qu'ils se sont eux-mêmes choisis. Et ben c'est dans ce bar queer que tout s'effondre, puisque c'est dans ce bar qui normalement devrait être entre guillemets pas safe, mais disons qui devrait être un passage intéressant pour qu'ils puissent se comprendre eux-mêmes. C'est là que Ida, qui s'appelle maintenant Pénélope, se fait agresser. Et se fait agresser par des hommes. À partir du moment où elle se fait agresser, Frankenstein tue ces deux hommes. Alors qu'il avait toujours dit, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. Bon, alors ça me rend folle parce que qui a lu le livre de Mary Shelley, c'est très bien que c'est un meurtrier, Frankenstein. Hein, comment dire, les gosses, les enfants, il y a tout qui y passe. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire comme si il est réussi, et puis Mary Shelley, elle est super. Voilà, on va faire comme ça. À partir de ce moment-là, c'est Bonnie et Clyde. Ils fuient un couple de flics qui les poursuit, qui n'ont aucun background, qui sont intéressants mais qui n'ont aucun background. Et voilà, c'est Bonnie et Clyde. C'est tout. Enfin, je suis désolée, j'ai rien d'autre à dire. Et on pourrait penser que il y a une recherche d'identité là-dedans. Enfin, c'est prêt parce que aussi elle s'appelle Ida. Ensuite, on sait qu'elle est incarnée par Mary Shelley. Et ensuite, elle comprend. Enfin, Frankenstein lui apprend qu'elle vient d'une tombe. Donc, elle dit je peux être qui je veux. Donc, je vais m'appeler. Je ne serai pas Ida. Je ne sais pas. Je serai la fiancée. Mais c'est comme si c'était une émancipation, mais en fait la fiancée, tu n'es fiancée que par rapport à quelqu'un. Il n'y a pas d'autre moyen d'être enchaîné, c'est pire que tout. Enfin, c'est comme si je suis le mari. Mais t'es le mari de quelque chose, enfin, si tu n'es pas un mari. Tu t'enchaînes là. Tu n'es défini que par quelqu'un d'autre. Tu peux pas dire je suis the bride. Mais t'es le bride de quelqu'un. Je dis, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui tient la route, c'est l'enfer. Et elle veut le quitter, et finalement, on ne sait pas pourquoi il tombe amoureux, et finalement, elle reste avec lui, et finalement, elle veut le sauver. Et à la fin, il meurt, et ils sont réanimés, ils se souviennent encore qu'ils s'aiment. Il n'y a rien qui tient la route, rien. C'est fou, mais il n'y a pas un seul truc qui tient la route dans ce putain de film. C'est effarant. Et les mafieux ne servent à rien. Le flic, il est censé l'aider. Lui, il l'a connu avant. Ils ont à peine une interaction. Ils servent à rien. Mais ce film, c'est un... Et en plus, le fait qu'elle... il y a tout un truc avec comédie musicale, etc. Comme si il y a quelque chose qui peut sortir des monstres, en fait. On pourrait penser qu'il y a une idée d'émancipation du monstre. Mais non!
ils ne savent pas qui ils sont pris dans leur tourment, ils disent qu'ils sont paumés. À un moment, elle dit à Frankenstein, tu es un trou noir, il dit oui, tu as raison, je suis un trou noir. Elle arrête pas de dire qu'elle est déphasée, qu'elle sait pas qui elle est, etc. Mais qu'est-ce que tu veux sortir de ça? Il y a rien de, tout est destructeur, mais destructeur dans le nul, dans le pur nul. On dirait qu'ils sont hors des réalités. Dès qu'ils font quelque chose, c'est pas tout à fait eux. Ils savent pas pourquoi ils font les choses. Car dès qu'ils tuent quelqu'un, les deux le regrettent. Sans déconner. Donc comme c'est des gens, comme c'est des êtres qui subissent, on n'arrive pas à les voir comme les acteurs. Parce qu'un acteur, c'est celui qui prend les décisions, qui fait avancer l'histoire, etc. Là, on fait du surplace, et en fait, on est dans un espèce de gros brouillard esthétique, plus ou moins. Et de là, des crimes que la fiancée de Frankenstein, que Pénélope, je ne sais pas comment, Pénélope, il y a plein de noms, que Penny, par rapport aux crimes qu'elle réalise, et les femmes se mettent à suivre son exemple. Un peu comme le Joker, quoi. Elles se mettent à suivre son exemple. Donc elles se farent le visage comme si Mary Shelley prenait possession de toutes les personnes, de toutes les femmes qui ressentent cette rage et qui décident simplement de foutre le bordel. Parce qu'elles foutent le bordel, en fait. Elles deviennent des monstres, elles foutent le bordel. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'elles cherchent, mais il y a juste une externalisation de la rage. C'est tout. Ouais, ce film est un énorme cri, mais pourquoi? On sait pas. Il n'y a rien de constructif, et les personnages sont creux et mous, et voilà. Mais les acteurs jouent super bien, les plans sont magnifiques, mais il y a rien, c'est fou de mettre autant d'argent. Combien il a coûté ce film-là? Je sais qu'il a coûté cher, mais je sais même pas combien. Coût réel, il a dépassé les 100 millions de dollars. Donc ce film est un bordel sans nom. Je ne le vois pas comme un film Frankenstein. Il n'a aucun intérêt. Si, il y a des histoires qui sont sympas, etc. Et peut-être l'idée que... Mais même pas l'idée... Moi, l'idée que Mary Shelley influence les gens, mais en quoi? Enfin, là, je parlais d'un truc personnel, etc. Moi qui m'énerve énormément, etc. Je suis pas une très grande fan du livre de Mary Shelley. Le Frankenstein de Mary Shelley, pour moi, a énormément de passages profondément nuls. Par exemple, je vous donne un exemple. Il n'y a pas de laboratoire. On ne sait pas comment le personnage de Frankenstein est créé dans le livre de Mary Shelley. On ne sait pas, c'est pas une blague, on ne sait pas, il n'y a pas de ligne, il y a 10 lignes, et en fait, il ne décrit rien, on ne sait pas comment il fait. Le coup de l'électricité, etc., ça vient des films. Et à côté de ça, tous ces personnages sont masculins, et les deux pauvres personnages féminins qu'il y a sont des PNJ de la Vierge Marie. C'est-à-dire des trucs de moralisme, gentil, générosité, etc., touche à rien, enfin, surtout, pas de qualité qui pourrait faire qu'elle compenserait quelque chose, qu'elle puisse apporter quelque chose à l'histoire. Non, ce sont des PNJ de la Vierge Marie. C'est comme ça que je les décris, moi. Elles ne servent à rien, mais rien. Alors, me sortir que Mary Shelley représente la rage des femmes... Je ne sais que dire. je ne sais que dire. Alors, certes, au départ, son livre a été publié sans que son nom ne soit cité. Oui. Mais mais son mari a insisté pour qu'il sorte chez son éditeur. Quand elle a été appuyée, etc. Son nom n'était pas là, il a été mis après. Elle a été bien entourée dans ce milieu littéraire très élitiste, où elle avait accès aux grands éditeurs de Londres, à Lord Byron, etc., etc. Ça va, je ne vais pas pleurer pour Mary Shelley, vraiment, c'est hors de question. Alors le coup, la créé leur rage, etc. Écoute, Marie, écris-nous des personnages féminins qui vaillent le coup, et moi je te suivrai. Mais là, j'ai un peu de mal. Et puis alors, quand Marie Ganelol nous sort des personnages de Frankenstein comme ça, enfin des fiancés comme ça, et et le moment où on nous parle de véritable identité trouvée, c'est au moment où elle se fait appeler la fiancée, qui est quand même une aberration.
Je suis libre, je suis la fiancée de tout le monde, etc. Je m'émancipe, je suis la rage des femmes, je suis la fiancée. Putain, c'est... Enfin... S'il y a un truc féministe là-dedans, faut me le chercher parce que j'ai pas compris. Hein. Vraiment, je suis paumée. C'est juste le bordel. C'est juste de la paresse. Et je vous dis, là, en même temps que je vous parle, j'essaie de comprendre le film. Parce que je vous dis, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Je l'ai vu, voilà, c'est vrai, c'est une vraie critique à chaud. Donc en même temps que je vous parle, j'essaie de trouver du sens à ce que j'ai vu. Et je n'en vois pas. Même à la fin, oui, bah, peut-être que je me... Oui, peut-être que c'est juste une histoire d'amour. Mais on comprend même pas pourquoi il tombe amoureux. On comprend même pas pourquoi il tombe amoureux. Ni lui, ni elle. Parce que lui, il a aucune raison de tomber amoureux d'elle. Si, il dit qu'il aime son esprit. Mais elle a pas d'esprit. Je suis incapable de vous donner sa personnalité. Je ne sais pas. Parce qu'elle-même est habitée par Mary Shelley. Donc Frankenstein serait tombé amoureux de Mary Shelley? Je ne sais pas. Je comprends pas. Enfin voilà, bon, j'arrête avec ça. C'était juste pour vous dire, voilà, j'ai une vidéo qui sort la semaine prochaine sur Frankenstein et je ne parlerai pas de The Bride. Je n'en parlerai pas. Pour moi, ce film n'existe pas. Hein, clac, clac. Voilà, c'était ma critique. Je suis désolée, mais j'essaye. Et c'est de pire en pire en plus. Je vais m'arrêter là. Ça sert à rien de chercher plus loin. Donc, je ne vous encourage pas à aller le voir. Attendez qu'il sorte en VOD. Ne perdez pas votre temps pour le cinéma. En plus, on était 3 au cinéma. 3. Alors après, c'était la dernière séance, mais on est samedi. Donc, on était 3 à la dernière séance. Et le film mérite. Parce que franchement, voilà, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc... Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Moi, je sais même pas ce qu'elle va donner. Là, je vais devoir la monter, ça va être l'enfer. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous expliquer? Le vide. Voilà, merci d'avoir écouté cette critique qui était très laborieuse. J'en suis désolée. Hein. Je vais faire des vidéos beaucoup plus construites. La semaine prochaine, dimanche, je sors une vidéo écrite, donc on dit scriptée, travaillée. ça va pas du tout être la même chose. Je sortirai sûrement quand même une vidéo lundi. Ou mardi sur Sherlock Holmes, Young Sherlock Holmes de Guy Ritchie, qui pour le coup est vraiment pas mal. Donc là, ça va un petit peu remonter le niveau. Et voilà, encore un personnage iconique, Sherlock Holmes, qui cette fois est trahi, mais bien. Donc, comment dire, voilà, moi ça me dérange pas qu'on trahisse les personnages, mais quand on trahit, faut en faire quelque chose de cool. Et là, non, c'était pas le cas. Donc, on se retrouve sûrement lundi ou mardi. Donc, n'hésitez pas à mettre la cloche, etc. si vous voulez cette critique-là pour Young Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Je vous remercie d'avoir suivi cette critique et puis à la prochaine. Ciao!